dossier camerounais, qui devient chef de son cabinet militaire. Le tout est supervisé par l'Élysée, où règne l'homme de l'ombre du régime gaulliste, Jacques Foccart. Janvier 1960, la France lance la reconquête. Dans ses mémoires, Debré ne fait pas mystère de ses intentions d'alors. Au début de l'année 1960, l'ensemble du pays bamiléké échappe aux autorités du Cameroun. Ahidjo me demande de maintenir les administrateurs français, soit, mais cette première décision est insuffisante. Je décide d'entreprendre une véritable reconquête. Pour engager cette reconquête, Matignon fait appel à un spécialiste de la guerre contre-subversive, le général Max Briand, qui s'est illustré selon un de ses collègues par son goût très prononcé pour le travail de pacification en Indochine. Chef des opérations, Briand supervise 2 zones d'opération. Le groupement tactique sud, GTS, basé à Douala, qui englobe le sud du Mango, le Wouri et la Sanaka maritime, et le groupement tactique nord, GTN, basé à Bafoussam, qui regroupe 11 compagnies d'infanterie, 15 pelotons de gendarmerie et 49 groupes de commandos supplétifs, soit 3500 hommes, pour affronter les zones les plus pourries, le nord du Mango et le département Bamiléké. Commandées par des officiers français, ces structures sont peuplées d'Africains par souci d'économie, de discrétion et d'efficacité. Aux centaines de soldats envoyés des pays de la communauté, anciennes AEF et AOF, viennent progressivement s'adjoindre des milliers de miliciens locaux, regroupés dans ce qu'on appelle la garde civique, en région Bamiléké et les corps francs dans le Mango. Un nouveau stratagème est parallèlement déployé, les raids aériens. Depuis les aéroports de Douala et de Koutaba, situés dans le très loyaliste département Bamoun, des avions pilotés par des Français sont lancés sur la région Bamiléké. Des centaines de roquettes et des dizaines de milliers de cartouches incendiaires seront déversées sur les zones infectées au cours des mois suivants, en complément d'innombrables opérations de ratissage et de bouclage menées au sol. Alpha, Charlie, Épervier, Babouche, Martinet, Étincelle, ABC, etc. Survolant en mars 1960 les monts Bamboutos, en zone Bamiléké, dans un avion d'observation de l'armée française, un reporter du Figaro décrit un paysage de chaos. Des vagues de flammes hurlent les champs, dévorant tout ce qui pousse, note-t-il. Je compte les maisons en feu, à 50 je m'arrête. À quoi bon? Tout brûle le long d'une vallée de 1 kilomètre. Des centaines de maisons, squelettes de briques noires de suie, sans poutre ni chevron, sans toit ni porte, autour desquelles flotte l'odeur chaude de la chair brûlée. Si ce journaliste conciliant se réjouit de l'intervention française, c'est qu'il ne doute pas un instant que ce décor macabre a été planté par les terroristes qui, dit-il, dansent une ronde sauvage autour des brasiers. Vu de moins haut, les choses sont assez différentes, voire encadrées ci-après. Parmi tant d'autres, le témoignage écrit du pasteur camerounais Pierre Talin, recueilli peu après les faits par un collège européen, mérite d'être cité. Le 9 avril 1960, alors que les maquisards qui occupaient la mission de Bangang ont quitté les lieux, les militaires loyalistes débarquent dans le village. Les soldats tiraient de toutes parts, les balles sifflaient au-dessus de nous. Les avions ne cessaient de mitrailler, nous ne savions plus quoi faire. Les gaz brûlaient partout, on tuait les gens. Des femmes enceintes étaient éventrées, les enfants déchirés. Des gens étaient affreusement décapités. Cela dura de 7 heures du matin à 2 heures de l'après-midi. Ayant échappé au carnage et enjambé je ne sais combien de cadavres, il tombe sur un militaire français qui s'étonne de le voir encore en vie. Le pasteur, lui, s'étonne du massacre des villageois puisque les rebelles étaient partis. Réponse du français: c'est vrai, mais il n'y a rien d'autre à faire dans des coins aussi pourris. Pratiquant ainsi le châtiment collectif, les officiers français qui pilotent l'opération cherchent à désorganiser les groupes rebelles et à les couper de la population, car soutenus par des milliers de villageois qui les ravitaillaient et les renseignent, les maquisards font preuve d'une étonnante résilience. Au cours du mois de février 1960, la LNK réussit à porter de sérieux coups à ses ennemis. Martin Singa parvenant même à prendre à revers les troupes loyalistes qui cherchent à fendre les zones
manifester. Aux grandes dames du colonel Noé Cribelin, commandant du GTN, ancien d'Indochine qui en a pourtant vu d'autres, sûrs de leur force, courageux jusqu'à l'inconscience, animés d'une foi aveugle en leurs sorciers, écrit-il, les rebelles disposent d'un recrutement facile et presque illimité. L'adversaire auquel va s'opposer le GTN n'est donc pas méprisé, conclut-il, amer. La guerre vue du sol. Les raids aériens déclenchés au début de l'année 1960 par l'armée française, qui mettent l'ouest Cameroun à feu et à sang, sont restés gravés dans les mémoires. L'enseignant à la retraite Chanton Fac, jeune maquisard à l'époque, nous l'a raconté en 2008. On se cachait sous les rochers pour voir comment il faisait. Il y avait 2 avions, toujours 2 avions, mimant les appareils capables de voler, dans toutes les positions. Il poursuit sa description. Le premier envoie de l'essence sur les toitures, et le second descend et envoie une balle rouge au même endroit. Ça prend feu. C'est toujours ainsi que ça se passait. Djemou Yumbi, 21 ans, février 1960, avait rejoint le Maquis Accra, de l'ouest Cameroun depuis quelques mois quand il a subi ses premières attaques aériennes, comme il nous l'a relaté en 2007. Ils sont venus bombarder les gens à Bamena. Il y avait des blessés. On a pu en transporter quelques-uns en ville. D'autres sont morts entre mes mains. Ils étaient tellement brûlés. Je n'avais pas assez de produits pour les traiter. Ayant secouru 8 personnes dans ce cas, Yumbi se rappelle de ce genre de brûlure. C'était comme si on les avait enfoncés dans un grand feu. Ça gonflait. Quand ça vous attrape au ventre, au dos, vous ne survivez pas. Le journaliste camerounais, directeur de l'hebdomadaire protestant de la Semaine camerounaise, Daniel Moguet, nous a précisé en 2007 que ces raids s'en prenaient sans distinction à tout rassemblement. Qu'il s'agisse d'obsèques ou de funérailles, lesquelles étaient interdites, les militaires faisaient tout pour disperser les foules. Lorsque l'armée apprenait qu'il allait y avoir un rassemblement, elle s'organisait pour attaquer souvent un coup de bombe ou de grenade, et il y avait beaucoup de morts. C'est pour cela que les gens étaient très effrayés dès qu'ils entendaient les bruits d'un avion. Chacun allait se cacher dans un